Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1662. Dunkerque, nid d'espions. Écrit par Renaud Morieux, lu par Julien Gosselin. Un royaume de France qui rentre dans ses frontières naturelles et accomplit sa vocation maritime par le contrôle de sa façade littorale. Tel est le récit qu'on a longtemps donné du règne de Louis XIV. Mais lorsqu'il met la main sur Dunkerque, ce nid de corsaires que les Hollandais surnommaient l'Alger du Nord, c'est d'un port cosmopolite qu'il s'empare. Guerre de succession, mariages et traités de paix ont permis, à partir de l'annexion de la Normandie en 1203, l'ajout d'une frange littorale à un État jusqu'alors exclusivement terrien. La propagande monarchique, puis républicaine, a décrit ces gains territoriaux comme l'entrée de la France dans ses frontières naturelles. Un tel récit masque cependant à quel point la construction du territoire français sur ses marges maritimes fut contingente. Si ces conquêtes se sont parfois faites par le fer et le feu, nombre de territoires ont été acquis par la négociation. Le 27 octobre 1662, Dunkerque est acheté à l'Angleterre par Louis XIV pour 5 millions de livres. La ville, sa citadelle, ses forts et ses redoutes, ses canons et munitions repassent sous l'égide française, pour la dernière fois. Mais, en devenant française, Dunkerque ne cesse jamais d'être une ville-monde. La ville conserve sur sa longue durée des spécificités flamandes, au plan linguistique, religieux ou économique, et cultive des liens étroits avec l'Espagne, les Pays-Bas et l'Angleterre. Au cours des siècles, le port des Flandres a été baladé au gré des rivalités entre les puissances européennes. Un événement symbolise le destin à part de l'église dans les dunes, Dunkirk en flamand. Le 14 juin 1658, après la bataille des dunes, la ville alors espagnole se rend à l'armée franco-anglaise de Turenne et Lockhart. Quelques heures plus tard, elle est offerte à Cromwell, puis Mazarin, fruit de l'alliance négociée avec l'Angleterre contre l'Espagne. C'est la folle journée, au cours de laquelle, selon la formule du premier historien de Dunkerque, Pierre Fauconnier, Dunkerque fut espagnole le matin, française à midi, anglaise le soir. Dunkerque est un carrefour de l'histoire de la France en Europe. Presque immédiatement, on regrette d'avoir remis cette place maritime à l'Angleterre, mais les circonstances vont favoriser son retour dans l'escarcelle de Louis XIV. L'entretien de la garnison et de la forteresse est trop coûteux aux yeux de Charles II, revenu aux affaires en 1660, qui décide de vendre la ville au plus offrant. C'est donc la France, plutôt que l'Espagne ou les Provinces-Unies, qui héritent du port des Flandres. On rejoue en 1662 la même scène que 4 ans plus tôt, mais les acteurs ont échangé leur rôle. Alors qu'en 1658, Louis XIV avait remis les clés de la ville à l'Angleterre, le 2 décembre 1662, il franchit triomphalement la porte de Bergue, à cheval, après le départ de la garnison anglaise. Outre-Manche, on déplore la cession honteuse de la dernière possession britannique en France. Le duc de Clarendon, qui a négocié la vente, est soupçonné de s'être personnellement enrichi. Son palace londonien est même surnommé Dunkerque's House. En France, la propagande royale s'empresse de célébrer le retour dans le giron catholique d'une ville opprimée par l'hérésie anglicane depuis 4 ans. L'absorption de Dunkerque illustre le rôle accru qu'occupe la mer dans la stratégie et l'économie française à partir de cette période. À la jonction de la Manche et de la mer du Nord, c'est aussi une borne extrême du royaume de France. En l'annexant, Louis XIV est parvenu à reculer la frontière septentrionale de son royaume. Dunkerque protège la France du côté de la route des Flandres, celle des invasions. Sitôt achetée, la ville devient un maillon clé dans la ceinture défensive conçue par l'ingénieur militaire Vauban aux frontières du royaume. Entourée de remparts de tous côtés, facilement isolée de son arrière-pays par l'inondation des plaines environnantes, elle devient aussi l'un des fers de lance de la politique maritime de Colbert. Des travaux titanesques sont engagés pour transformer un port ensablé, qui ne laissait entrer que les navires d'un faible tirant d'eau, en port de guerre et de commerce de premier plan. Entre 1670 et 1680, 30 000 soldats percent canaux et bassins, tracent un chenal pour limiter l'ensablement du port et érigent une citadelle imprenable, selon un plan que Vauban décrit comme « le plus beau et le plus grand dessein de fortification du monde ». Témoignant de l'importance du projet pour la monarchie, le roi Soleil vient superviser les travaux en personne à plusieurs reprises. Louis XIV fera d'ailleurs au cours de son règne plus de séjours à Dunkerque, 6, que dans n'importe quel autre port du royaume. Lors de son ultime visite en 1680, il écrit à Colbert « Dunkerque sera le plus beau lieu du monde. C'est un port modèle, une vitrine que l'on exhibe fièrement aux ambassadeurs de Siam en 1685. Il est vrai que les ingénieurs ont surmonté d'immenses difficultés techniques, érigeant par exemple le fort Risban sur un banc de sable mouvant. La question des fortifications de Dunkerque ne cessera d'empoisonner
les relations avec la Grande-Bretagne. Le philosophe et théologien irlandais John Toland s'alarme ainsi. Autant laisser les Français fortifier Douvres que laisser en l'état les fortifications de Dunkerque. Le traité d'Utrecht de 1713 oblige la France à raser les murailles, faire sauter les forts et bastions, combler le port et détruire les écluses et jetées de Dunkerque, et à ne jamais les reconstruire. Au fil des guerres, les fortifications et le port seront rebâtis, détruits, puis érigés à nouveau. Nid de corsaires, Dunkerque est déjà surnommé l'Alger du Nord par les Hollandais au XVIe siècle, par analogie avec les pirates barbaresques et en raison des ravages que leur infligent les corsaires, alors au service de la couronne espagnole. La monarchie française ne met pas fin à cette activité, qu'elle encourage au contraire, comme à Saint-Malo ou Bayonne. Avec Vauban, une politique de course de grande envergure est entreprise, qui se substitue au combat d'escadre dit en ligne à la fin du XVIIe siècle. Cette économie mixte mobilise la marine de commerce au profit de l'effort de guerre royal. Roturier, né à Dunkerque de parents hollandais, Jean Bart, 1650-1702, est le plus connu de ces marins. Il gravit rapidement l'échelle de la renommée et de la reconnaissance monarchique. Lors de la guerre contre les Provinces-Unies, 1672-1678, ces vaisseaux légers, faciles à manier dans des eaux peu profondes, capturent 14 navires de guerre et 81 vaisseaux marchands. Vauban devient son protecteur et le fait rentrer dans la Royale, au rang de lieutenant de vaisseau. Pendant les 20 années qui suivent, de Bergen, en Norvège, à Lagos, au Portugal, Bart mène le combat, attaquant les pirates de Salé, rançonnant haranguiers et rouliers des mers hollandais, et coulant bas des dizaines de vaisseaux ennemis. À la bataille du Texel en 1694, il reprend au contre-amiral de Frise un convoi de 120 navires chargés de blé. Il est anobli par le roi. Dès 1789, le corsaire est célébré comme un héros français, humble fils de marchand ayant servi le despotisme presque à son corps défendant, exemple pour la patrie émancipée de sa noblesse. Une statue à la gloire du grand homme est érigée au cœur de la ville en 1845, et ses exploits sont célébrés dans les histoires de France écrits au XIXe. Pourtant, Jean Bart, de son nom de naissance Jan Bert, s'exprime en flamand, qui reste la langue parlée par les Dunkerquois sous la Révolution. La définition même du national et de l'étranger dans ces péripéties maritimes et complexes. Pour s'assurer de la fidélité des populations dont les familles sont écartelées entre plusieurs États, privilèges économiques, fiscaux ou religieux leur sont concédés par la monarchie. Les marins, français ou étrangers, échappent au recrutement dans la marine royale. La ville est exemptée de la taille et de la gabelle, tandis que le clergé, réputé étranger, n'y perçoit pas la dîme. Vin de Bordeaux, sel de La Rochelle, étoffe du Levant ou toile des Flandres s'empilent bientôt dans les entrepôts dunkerquois, et la population de la ville fait plus que doubler entre 1662 et 1685. Le commerce prospère en effet grâce à la franchise concédée par Louis XIV dès novembre 1662, seulement abolie sous la Révolution. Comme Marseille et Lorient, Dunkerque est un pays étranger, effectif. Ces marchands peuvent commercer avec l'étranger duty-free, tandis qu'une frontière douanière sépare la ville du territoire français. Ce statut stimule tout au long du XVIIIe siècle une contrebande considérable. Les formes sociales que prend cette activité à Dunkerque sont originales. Localement connues sous le nom de smogglage, traduction française de l'anglais smuggling et du flamand smokkelen. La contrebande mobilise des marchands de toute origine, établis dans le port, ainsi que des milliers de fraudeurs anglais et irlandais, appelés smugglers. Entre 1765 et 1785, ce sont ainsi 900 navires smugglers par an en moyenne qui entrent à Dunkerque, et 1285 à la veille de la Révolution. Par ce biais, thé de Chine ou des Indes, café de Saint-Domingue, cognac ou eau-de-vie sont achetés en France et réexportés frauduleusement de l'autre côté de la Manche. Selon le colbertisme qui imprègne la pensée économique française de l'époque, le commerce est le nerf de la guerre. Tandis que les guinées d'or anglaises coulent à flot en France, les douanes britanniques sont privées de millions de livres de droits de douane. Loin d'être rejetées comme ennemies, ces communautés étrangères sont protégées par la municipalité et les puissants intérêts marchands de la ville, organisés dans la première chambre de commerce créée en France, en 1700. La marine de guerre française les défend contre les corsaires dunkerquois au nom de l'intérêt national. Un temps interrompu par la Révolution française, cette activité repart de plus belle sous l'Empire. Napoléon autorise ainsi à partir de 1810 les smugglers à entrer à Dunkerque et Gravelines, en échappant aux dispositions du blocus continental. Tout au long du XVIIIe siècle, les États européens rivalisent pour attirer les marchands étrangers, leur offrant subventions, droits de bourgeoisie et privilèges fiscaux. Ces situations d'extraterritorialité compliquent les appartenances nationales. Se joignent des frontières étatiques,
Les réseaux marchands se redéploient d'un port à l'autre. Les heures glorieuses de l'épopée de la France sur mer doivent beaucoup à des hommes nés hors de ses frontières. Le refrain nostalgique sur la vocation maritime de la France passe trop souvent sous silence la contribution de milliers d'étrangers, pêcheurs, corsaires ou contrebandiers, à la prospérité de sa façade littorale.